Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, vous êtes à l'écoute du Magal West avec Lucie. On est ensemble aujourd'hui pour cette émission pendant 1 heure. 700 tonnes d'aide humanitaire vont partir du Havre en soutien au peuple gazaoui. Mathieu va nous donner plus de précisions aujourd'hui dans cette émission avec le journal du soir. La bonne nouvelle du jour avec Françoise et Alain Eudes qui sont habitants de Saint-Nicolas de la Taille. Ils ouvrent leur jardin à tous pour présenter leur déco de Noël. On découvrira donc cette info tout à l'heure. Je vous ai aussi déniché des événements culturels qui sont organisés ce soir et demain, spécialement pour ce Magal West. Et enfin pour ce mercredi, on va faire le tour des sorties au cinéma et puis on va aussi profiter de cette dernière semaine avant Noël pour pouvoir présenter quelques téléfilms de Noël, pas cliché du tout, heureusement, et donc avec des belles romances, notamment avec Kristen Stewart pour le tout premier film de Noël, Lesbien. On en parlera tout à l'heure dans la partie chronique et cinéma. Aujourd'hui, le soleil se couche à 17h02, il est déjà en train de se coucher. On perd donc 1 minute de soleil. La pluie devrait être présente pour cette fin de journée. La température actuelle est de 10 degrés avec un ressenti de 7. Le vent devrait atteindre en moyenne les 29 km/h. Orientation du vent ouest-nord-ouest. En soirée, il devrait pleuvoir à nouveau beaucoup plus fort. Température 10 degrés et un vent qui sera un peu plus fort entre 30 et 34 km/h. Orientation du vent ouest. Demain, jeudi, le soleil se lèvera à 8h53 et se couchera à 17h02. Demain, on perdra donc 2 minutes de soleil. Demain matin, normalement, la pluie sera aussi et toujours au rendez-vous. Température 11 degrés, ressenti 7. Un vent d'autant plus fort entre 30 et 35 km/h. Direction ouest-nord-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 87%. Demain après-midi, attendez-vous toujours à autant de pluie. La température demain après-midi sera de 11 degrés avec un ressenti de 8 et un vent qui va se maintenir direction ouest entre 35 et 36 km/h. Demain en soirée, à nouveau la pluie. Il faudra continuer à prendre votre parapluie et à penser à vous équiper en conséquence pour cette fin de soirée avec une température entre 10 et 11 degrés. Il fera d'autant plus froid avec un ressenti jusqu'à 5 et le vent sera plus fort en moyenne 40 à 43 km/h direction ouest-nord-ouest.
sud-ouest demain, donc pour une soirée plutôt pluvieuse qui nous attendra pour demain. On va retrouver tout de suite Mathieu avec les infos locales et cette information donc autour des 700 tonnes d'aide humanitaire qui vont partir du Havre prochainement. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 20 décembre. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna l'a confirmé, 700 tonnes d'aide humanitaire à destination des Gazaouis prendront la mer depuis le port du Havre aujourd'hui, mercredi 20 décembre. Puis dans une semaine, la France a déjà livré plus de 200 tonnes de biens de première nécessité et de médicaments à Gaza, une aide triplée dans les 10 jours. Comme la plupart des partenaires européens et américains, la France porte un message très clair en direction de l'État hébreu, celui de conduire des opérations différemment. Plusieurs programmes immobiliers neufs au Havre et à Sainte-Adresse sont abandonnés ou prennent du retard faute d'acheteurs. Le CRJS, l'hôpital Flaubert, Expression 360 dont la commercialisation est poussive. Une crise à plusieurs facteurs selon les professionnels. L'augmentation des taux bancaires a eu pour conséquence des enveloppes réduites. Les investisseurs locaux sont plus frileux et les Parisiens sont moins présents. Ajoutez à cela un contexte géopolitique qui provoque de l'attentisme et des coûts de construction qui flambent. Le Havre ne devrait pour autant pas perdre ses nombreuses grues. Le quartier de l'Eure est en pleine reconstruction. Le passage des cinémas avenue Foch devrait reprendre son chantier d'ici peu. Le projet de réhabilitation de l'ancienne école nationale de la marine marchande à Sainte-Adresse n'a pas avancé également. Pas de travaux à l'horizon par faute d'acheteurs. Les premiers habitants du site devait à l'origine emménager en 2023. Aujourd'hui, le chantier n'a toujours pas débuté. Le promoteur Nexity reconnaît que compte tenu du contexte économique global, le projet est temporisé. Selon le maire Hubert Dejean de la Bâtie, c'est un ensemble de facteurs qui a joué. D'abord, le jeu de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, la demande n'est plus la même qu'il y a 4 ou 5 ans, époque où les programmes immobiliers ont été conçus. Puisque le projet prend du retard, la municipalité de Sainte-Adresse veut mettre ce temps à profit pour modifier le calendrier. À la base, elle voulait absolument que tout le programme soit réalisé en même temps, mais un phasage pourrait être envisagé et commencer par les bâtiments destinés aux bailleurs sociaux qui n'ont pas ces problèmes de commercialisation, confie Hubert Dejean de la Bâtie. La décision devra être prise fin février 2024. De mémoire, de Havre, le quartier Saint-François était l'un des plus actifs du Havre, mais que reste-t-il aujourd'hui de cette activité ? Un rapide tour d'horizon permet de voir que le quartier a quelque peu perdu son prestige. Les commerces et lieux de vie sont moins nombreux, ceux qui restent résistent malgré tout. Le trésorier de l'association des commerçants et patron du restaurant L'Anecdote a bien essayé de créer des événements pour faire vivre le quartier, mais devant le manque de mobilisation des autres commerçants, certains projets ont été abandonnés. Si le cœur de Saint-François vit difficilement, les bars et restaurants situés à proximité de la halle aux poissons tirent leur épingle du jeu. Il faut dire que 184 événements y ont été organisés en 7 mois. Le hic des travaux devrait être envisagé. La halle aux poissons n'ouvrira pas ses portes en 2024. La ville, par la voix de Laetitia de Saint-Nicolas, adjointe chargée du commerce, n'est pas inquiète. La ville mène selon elle une vraie politique touristique qui stimule l'économie locale. Les 2 musées drainent des touristes et les fêtes populaires ont toujours beaucoup de succès. À noter qu'en 2025, la place Père Arson sera réaménagée. Et enfin, parmi les 4 AOP fromagères du territoire normand, il en est une dont les ventes baissent d'année en année. Il s'agit du Livaro. Pour le remettre au goût du jour, la filière a donc fait appel depuis un an aux chefs cuisiniers normands. Ce ne sont pas moins de 52 chefs qui ont répondu à l'appel. Parmi les chefs participants, Senda David Wagena, chef du bistrot Saint-Clair à Étretat, vient de rejoindre l'opération pour mettre en valeur le fameux colonel, surnom du Livaro. Le chef étretatais l'a marié aux champignons et à la courge dans un risotto qui restera à sa carte jusqu'à mi-janvier. Il a obtenu à l'heure actuelle un peu plus de 70 réactions sur son compte Instagram. Merci Mathieu. Et puis la bonne idée du jour, depuis bien des années avec son mari Alain, Françoise installe avec soin les décorations dans leur jardin de 3 mètres carrés. Elle les attache autour de branches le long des feuilles, des décorations donc de Noël. Et en plus des familles, des voisins, certains viennent même du Havre spécialement pour admirer ce décor de fête. Chaque arbre, mais aussi chaque fenêtre de la maison et chaque balcon sont donc illuminés, y compris le bassin avec des boucles bleues.
Parmi les nouveautés, quelques guirlandes tombant des arbres en jaune. Le seul problème, c'est la tendance à s'en mêler évidemment à chaque coup de vent. Et quand on questionne Françoise et Alain Eudes sur le montant des dépenses allouées à ces décorations, la réponse est sans détour. Quand on aime, on ne compte pas. Pour ce passe-temps, donc, pas question de compter les heures non plus lors de l'installation qui se fait pour eux jour et nuit. Les décorations seront allumées de 17h30 à 20h30 tous les soirs jusqu'à la mi-janvier. Rendez-vous au 1 Sente-Foisson à Saint-Nicolas-de-la-Taille pour découvrir le jardin illuminé de Alain et Françoise. Et pour être sûr de ne pas trouver porte close, le mieux est d'abord d'appeler au numéro suivant 02 35 38 34 63 afin de vous assurer qu'ils sont bien présents sur place et que vous pouvez donc venir visiter les décorations de son jardin. Il est 17h10 sur Westrack Radio. Merci d'écouter votre Magal Ouest. Ce soir, un spectacle vous attend au Havre. On en parle tout de suite avec l'agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce spectacle s'appelle Avec Dimanche et c'est ce soir. Une famille s'apprête à passer un dimanche à la maison. Malgré les murs qui tremblent, un vent a décorné les bœufs et le déluge dehors, la vie suit son cours. Autour d'eux, tout se transforme et s'effondre. On voit alors se déployer la surprenante inventivité de l'être humain pour tenter de préserver son quotidien jusqu'à l'absurde. Au même moment, sur les routes, une équipe de reporters animaliers prépare un documentaire témoignant de la vie des dernières espèces vivantes sur Terre. Ce spectacle, c'est ce soir à 19h, mais aussi jeudi et vendredi à 20h au Volcan. Tarif 5 à 18 €. Vous leur téléphonez au 02 35 19 10 20. Le LH Repair Café est de retour ce soir. Le principe est simple, vous apportez des objets en panne ou des meubles abîmés et vous participez avec les bénévoles du collectif à la réparation de vos objets. C'est ce soir à partir de 17h30 jusqu'à 19h30 au Paul Simone Veil et donc vous pouvez leur téléphoner au 02 35 55 51 33. Il n'est pas obligatoire de s'inscrire mais vous pouvez toujours leur poser des questions ou directement à l'adresse mail repaircafé.lehavre@laposte.net. Et enfin, on fête Noël en avance au Tetris. L'association Papas Productions fête Noël et vous prépare plein de surprises. C'est ce soir à partir de 18h30. Vous pourrez profiter de vin chaud, de gourmandises. À 19h, c'est le concours de pulls de Noël. À 20h30, c'est le concert de Turfu. C'est de la dark guinguette et c'est totalement gratuit. Par contre, il faut réserver. Et à 22h, c'est un karaoké spécial Noël qui vous attend. C'est ce soir au Tetris et c'est totalement gratuit. Et ça commence donc à partir de 18h30. On reste ensemble, Lou, avec le Magal Ouest jusqu'à 18h justement. Pour ce soir, je vais vous proposer de découvrir un nouvel album, celui de Cerveau. L'album s'appelle Monsters et c'est un partenariat avec la Ferrarock, la Fédération des radios associatives musicales. Je vous propose donc de découvrir 3 titres de l'album et on se retrouve après pour parler exposition avec Camille et bien sûr on parlera des sorties au niveau des films sur le grand écran, des nouveautés sur les sites et plateformes de streaming et puis on parlera aussi de 2 téléfilms de Noël qu'il serait bête de rater pour ce Noël 2023. Avant, c'est donc la musique avec Cerveau et c'est l'album Monsters qui est mis en valeur par la Ferrarock. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Notre dernier partenariat Ferrarock de cette année 2023, je vous présente l'album Monsters de Cerveau. Cerveau a sorti son nouvel album Monsters le 1er décembre 2023. Cerveau, c'est un groupe de musique rouennais composé d'une trinité, Arthur Pierre au chant et à la guitare, Louis Hébert à la basse et Hugo Macontier à la batterie. Le trio s'est spécialisé dans un post-punk dansant alternatif entre des contemplations instrumentales évasives et embrumées et une violence implacable où tous les instruments explosent en même temps, le tout couvert d'un chant contrasté entre monotonie et puissance hallucinée.
avait sorti The Lair of Gods, un premier album autoproduit en 2016, avant d'être repéré suite à une série de concerts anglais par le puissant label londonien Fuzz Club. En 2020, Servo sort son deuxième album, Alien, qualificatif qui correspond bien au groupe, puisque comme le souligne Gonzay, il est unique sur le paysage francophone. Quelque part entre le gosse incantatoire, le crosstalk les plus mécaniques et la superposition des couches de fuzz en masse qui apporte un côté noisy et psyché, Servo est assez atypique. En 2023, Servo s'apprête à sortir son troisième album, Monsters, avec des productions et des rythmiques plus musclées et une dimension mystique poussée à l'extrême. Leur objectif ? Mettre la musique au service du live. L'accent est mis sur la puissance et la brutalité de chaque morceau. Une fois la tempête passée, vient le temps de faire place au délai, inventer une complexité qui doit être aussi prévisible qu'inattendue pour l'auditeur. L'album Monsters de Servo est déjà disponible sur toutes les plateformes et vous pouvez vous rendre sur le site de la ferrarock.org pour avoir toutes les informations.
Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et on a surtout la pêche sur Westrack Radio avec le titre Glitch 2,1 du nouvel album Monsters, nouvel album donc de Cerveau que l'on vient de découvrir à l'instant sur Westrack Radio en partenariat avec la Ferrarock. Comme toujours, vous le savez, on adore vous faire découvrir de nouveaux artistes, que ce soit musicalement ou non, puisque on va passer à la partie plus artistique et plus visuelle de ce qu'on aime vous faire découvrir avec une exposition de Denis Briard. C'est en fait Camille qui a repéré cette exposition et qui est donc partie à la rencontre de Denis Briard pour découvrir cette exposition havraise. Je vous propose donc de découvrir vous aussi cette exposition par le biais de Camille, et puis en deuxième partie d'émission on se retrouve pour découvrir plusieurs sorties. Il y a tout d'abord la sortie inévitable de Aquaman 2, on va aussi parler d'autres films qui arrivent sur le grand écran mais aussi sur le petit écran. On va repasser par le petit passage streaming avec des nouveautés sur Netflix notamment et Prime, et puis on parlera aussi des films de Noël, les films de Noël qui ne sont pas trop clichés, qu'on peut regarder sur la plateforme Netflix ou Prime Video, et surtout qui font chaud au cœur pour cette période de Noël. Voilà ce que je vous propose donc pour la suite de ce Mag à l'Ouest. On retrouve tout de suite Camille pour parler de l'exposition de Denis Briard au Havre. Depuis le 21 octobre, on peut retrouver au Musée du Regard du Havre une exposition sur une grande personnalité du monde de la photographie française, Denis Briard. À l'occasion de cette exposition intitulée La nature au cœur, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir au téléphone avec son épouse, Solange Briard, qui m'a fait découvrir son univers. Je vous propose alors de s'aventurer sur les pas de celui qui a ouvert la voie à une génération de photographes auteurs et qui est l'un des premiers à avoir milité pour que la photographie soit reconnue comme une expression artistique à part entière. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter du coup votre mari Denis Briard dans les grandes lignes, s'il vous plaît? Je suis sa femme depuis un certain nombre d'années et maintenant son agent, car depuis environ 10 ans, il s'occupe plus de son travail. Voilà, il cherche plus les expos. Alors il vend des photos, il est content, mais c'est tout. Voilà, il a 95 ans. Il a commencé à travailler très jeune en photographie dans les années 48-49. Il a travaillé d'abord chez un boutiquier où il a appris le métier de base et après il a appris sur le tas. Alors il a eu la chance par son ami Robert Doisneau, et il faisait de l'illustration, du reportage. Il travaillait pour Rafo, la grande agence de l'époque. Il a habité à Biot pendant 2-3 ans. Il a travaillé là, il a fait du portrait. Et puis après, il est rentré sur Paris. Il a eu l'occasion de faire un voyage en Inde, un peu poussé par un ami, en 1955. Et là, il est parti quand même avec des commandes de livres de l'agence Rafo. Ça s'est très bien passé. Il est revenu. Grâce à ce travail, il a eu le prix Niepce. Après justement Doisneau et Diozède. Il avait vu, je crois, dans les années 50, une exposition d'Edward Weston, le grand photographe américain, et il s'était dit, c'est ça que je veux faire, je veux travailler sur la nature parce qu'il adore la nature. Et un jour, il déjeunait avec Robert Doisneau à Paris et Robert lui dit « Oh, mais Denis, tu n'as pas l'air bien, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pour toi, pourtant. » Et Denis lui dit « Écoute, je connais un petit village en Provence parce qu'il était venu à Beaulieu faire de l'illustration, des photos d'illustration. J'en ai assez de faire ce que je fais, je veux travailler sur la nature, j'ai envie de m'installer là-bas. À ma place, qu'est-ce que tu ferais? » Robert lui a dit, moi j'y serais déjà pour faire ce que j'ai envie de faire. Et donc 3 jours après, il arrivait à Beaulieu, d'abord chez un copain, puis après il avait trouvé un petit cabanon sans eau ni électricité. Alors pour un photographe, c'est un peu gênant, mais il a commencé à faire le travail qu'il voulait faire. Et alors
Alors au début, il a travaillé là en noir et blanc et il avait en tête aussi, et ça c'est important de le dire, dès 58, il pensait que la photographie, ça pouvait aller aussi sur un mur. C'était pas simplement des magazines, de l'illustration. Parce qu'à l'époque, personne ne faisait ça en France. Il y avait 2 ou 3 photographes aux États-Unis qui faisaient ça, Weston, Stiglitz ou autres, mais en France, non. Et ça a été le premier, vraiment, en 58, à dire, mais on peut accrocher une photo sur un mur au même titre que de la gravure ou de la peinture. Et là, il a commencé à travailler en noir et blanc. Et puis après, bon, son cabanon, c'était petit, il avait eu l'électricité, enfin bref. Et il a eu l'idée, il a eu l'occasion, son père lui a donné de l'argent pour s'acheter un terrain plus près du village. Il a construit en partie cette maison avec de l'aide. Et il s'est fait là, dès le départ, un très beau labo négatif. À partir de là, il s'est dit, mais je voudrais aborder la couleur, mais pas Kodak, ils ont une échelle de couleur qui me convient pas. Et c'est son ami Jean-Pierre Sudre, avec qui il était très très ami, qui lui a dit, mais tu devrais essayer les procédés anciens, les virages métalliques, les sulfurations. Là, on va à la couleur qu'on veut, qui n'est pas forcément la couleur de ce qu'on représente, mais peu importe. Et donc, il a commencé à travailler là-dessus, au moins à faire des essais pendant 1 an. Et à partir de 68, il a le travail pour lequel il est connu maintenant, des tirages sur la nature diverses, des paysages, des arbres, des fleurs, des oignons, voilà. Il y a eu l'idée aussi, parce que c'est très très long à faire, quand il avait mis au point un tirage, un 30-40, il le tirait à 10 et les 10 étaient faits dès le départ, avec une épreuve personnelle ou quelquefois une épreuve d'artiste. Il tirait soit 30-40, 40-50, 50-60. Il a eu toujours une très grande rigueur dans son travail. Et après, les expositions ont commencé, une très importante au MoMA à New York avec Sudre et Cordier, après les Arts Déco, enfin bref, et depuis ça n'a pas arrêté. Pourquoi il s'intéresse autant à la nature dans son travail ? Il n'est bien que là. Il n'était bien que dans la nature à Paris, il s'ennuyait, il est né à Paris, mais il supportait plus Paris. Et il voulait révéler la beauté, la complexité et donner aux gens un plaisir qui, peut-être les gens, quand ils voient une photo de Denis, pensent à autre chose, mais c'est ça son problème. C'est une passion pour la nature. Puis se revenir à l'essentiel. Voilà, parce que par exemple, en Inde, il avait fait énormément de photos et on a une exposition qui est prête, qu'on propose, qui en fait sont des photos qu'il a fait en dehors des commandes. Il y a beaucoup de portraits superbes, quelques paysages, voilà. Mais à Beaulieu, alors il a fait quelques portraits encore, quand il a vécu à Biot, il a fait des portraits, parce qu'il a vécu 2 ou 3 ans à Biot dans les années 52, 53, à peu près. Il a fait des portraits de Germaine Richier, Picasso, Fernand Léger, et puis après ici, il a fait encore quelques portraits, mais c'est pas pour ça qu'il est le plus connu. Et donc, ceux qui montent au Havre, on a bâti, il y a à peu près 10 ans, une très grande exposition rétrospective qui va de 58 à 2012-13, c'est l'année où il s'est arrêté de travailler et qui fait tout le parcours de Denis. D'accord. Et pourquoi choisir le Havre comme lieu d'exposition ? Est-ce qu'il a pris des photos là-bas ? Parce qu'on lui a demandé, parce que la dame qui s'occupe des expositions au Havre travaille aussi avec la galerie que Denis a à Paris, qui le représente, qui est une excellente galerie, c'est Caméra Brousse, il est chez eux depuis 25 ans. Et elle travaille aussi pour Didier Brousse, qui est le patron. Et c'est là où, en discutant, elle a eu l'idée de présenter une très grosse expo de Denis. Et là, il y a 68 ou 70 photos. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Jusqu'à quand est l'exposition ? Oh, elle est assez longue, jusqu'à au moins mi-janvier, 20-24 janvier. Oui, elle est très importante. Alors, après, on a rencontré un éditeur de Marseille qui lui a dit « Oh, mais Denis, pourquoi vous ne feriez pas de livre ?» Alors, il a dit « Oui, mais moi, au départ, je travaille pour le mur. Ma photo est pensée pour le mur. » Il dit « Oui, mais
faire les reproductions. Alors il a fait un premier livre avec eux qui s'appelle Première année en Provence, et c'est justement ses premières années en Provence, quelques portraits et le début de son travail en noir et blanc. Après, on a fait un autre livre avec un autre éditeur, et après, avec Le Bec en l'air à Marseille, ils ont fait en 99 un très très beau livre qui s'appelle Les Métamorphoses de l'argentique. C'est un parcours de son travail remarquablement imprimé avec des textes très bons. Il a été très vite épuisé. Ils l'ont republié un an après et maintenant ils viennent de sortir un nouveau livre sur son travail sur les oignons. Il a travaillé plus de 50 ans sur les oignons. Il est sorti il y a un mois avec un très beau texte de Michel Poivert qui est un grand historien de la photographie. Donc il a finalement fait des livres. Finalement. Voilà. Mais pour lui, sa photo, c'est le mur. Parce qu'il y a quand même une différence, même si c'est très bien imprimé, entre le tirage original sur le mur. Mais je trouve aussi une photo sur un mur, c'est plus parlant et c'est plus impressionnant aussi. Oui, et puis le tirage même, je vous dis, si c'est très bien imprimé, il y a une matière dans le tirage. Par exemple, dans le livre, des fonds blancs très purs sur l'image originale, vous êtes obligé de faire un léger gris très clair, qui est très bien fait, mais c'est pas pareil. Voilà. Ouais. Ouais. Et c'est Voilà. important en plus à notre époque où il y a beaucoup de technologies et les gens peut-être ils sont plus sur leur téléphone à regarder les œuvres d'art, d'aller voir et se déplacer pour voir des photos justement sur... Ah, absolument. Et elle est très bien accrochée. Bon, moi j'ai pas pu aller la voir parce que mon mari est très fatigué, mais mon fils y était, il habite Le Havre et il a présenté, voilà. Il s'appelle comment votre fils? Il s'appelle Pierre Briat. D'accord, merci. C'est un rapport plus avec la photographie en général, mais vous, du coup, comme vous avez aussi suivi l'aventure de votre mari aussi, Oui. est-ce que vous avez vu une grande différence dans l'âme de la photographie au moment où il a commencé et à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des différences Non, à partir du moment où il a travaillé en couleur, mais ces couleurs, il a travaillé par exemple 3 ans sur les mêmes tulipes. Après, il a travaillé 10 ou 15 ans sur des coquelicots. Il a commencé à partir de ce moment-là à faire de grandes séries. Alors des séries sur les arbres. Il a photographié par exemple les mêmes cerisiers dans un joli vallon en face de chez nous au printemps et à l'automne. Il a fait ça pendant 10 ans. Vous voyez, il a approfondi ces sujets et ils s'en lassaient pas. Par exemple, Les Tulipes, qui est une série très célèbre chez lui, je crois qu'ils sont tirés à 6, plus l'épreuve personnelle, plus 1 ou 2 épreuves d'artistes quand c'était bon, et on en a pratiquement plus à vendre. Il en reste 4 à vendre. Ces séries très connues, les tulipes, les coquelicots, il en reste très très peu. Mais il n'a jamais retiré une photo. Il y a une exception pour une photo, mais elle n'est pas exposée au Havre, je crois, mais elle est dans le livre. Si vous avez le livre, une grande pelure d'oignon, très très belle en forme de triangle un peu. Alors au début, il avait tiré en 40-50 et il a très vite tout vendu. Et après, il a dit, oh mais finalement, elle serait peut-être mieux en 50-60. Et c'est vrai, il a retiré. Parce que la force de Denis, à mon avis, c'est que quand il prend la photo, qui est le moment important pour le photographe, quand il prend la photo en pleine nature ou à l'atelier, il imagine déjà le format qu'elle aura et là où il veut en arriver au niveau couleur. Et ça, c'est sa force. Et il a aussi énormément travaillé sur la gravure photographique sur les comptes. Il attaque la gélatine aux plus fortes densités pour avoir plus de profondeur dans la photo. Voilà. Super, c'est vraiment un parcours exceptionnel, je trouve. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps. Je vous en prie. Je vous invite à aller découvrir la photographie de Denis Briat au 11 rue Bougainville au Havre jusqu'au 27 janvier 2024. J'ai été ravie d'avoir au téléphone Madame Briat, que je remercie énormément pour son temps ainsi que pour nous avoir fait découvrir son mari Denis Briat ainsi que son univers photographique. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du musée qui organise l'exposition muséduregard.fr. Et pour retrouver la pastille, ce sera sur notre site west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio. Il est 17h41, vous êtes toujours à l'écoute du Magal Ouest et on se met en mode ciné tout de suite sur West Track.
Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Après la sortie de Blue Beetle en août, se place à Aquaman 2, quatrième long métrage d'ici de l'année. Il y a d'abord eu le retour de Shazam, la sortie enfin du premier film solo consacré à Flash et le début au cinéma de Blue Beetle. Après une année quasi blanche avec le seul Black Adam au programme, DC a mis les bouchées doubles en 2023 et c'est au tour d'Aquaman de boucler l'exercice. Aquaman et le Royaume perdu, voilà donc son titre complet. C'est sorti le 20 décembre 2023 au cinéma, c'est-à-dire aujourd'hui, 5 ans jour pour jour après le premier opus déjà réalisé par James Wan et une année après le créneau qui devait initialement être le sien avant que plusieurs bouleversements de chez Warner et DC Films ne repoussent son retour. Alors que Dune 2 a fait les frais de la grève des acteurs et scénaristes, Wonka et Aquaman 2 ont été épargnés en conservant les créneaux qui étaient les leurs avant que le mouvement ne débute. Vu complètement sous dans la scène post-générique de The Flash, Jason Momoa reprend bien évidemment le rôle qu'il tient depuis son caméo de Batman vs Superman en 2016 et ce sera la 6e fois qu'il incarne le super-héros d'ici sur petit mais aussi sur grand écran. Reste évidemment le cas de Amber Heard qui posait énormément de questions par rapport à la sortie de ce Aquaman 2 lors de son procès ultra médiatisé contre Johnny Depp. Plusieurs rumeurs évoquaient son éviction du film réclamée par plusieurs pétitions. Il n'en est rien car ces bruits de couloir ont visiblement été laissés par les mêmes personnes aux intentions donc peu louable, même si un mystère subsiste sur la teneur de son rôle dans l'intrigue, alimenté par sa présence réduite dans la bande-annonce. Plusieurs mois avant sa sortie dans nos salles, le mystère était encore entier, ou presque, avec une ébauche de synopsis qui parlait en décembre 2021 d'un ancien pouvoir capable de détruire l'Atlantide et le monde, qui contraint le héros à faire alliance avec un ancien ennemi dans un récit qui ferait la part belle à l'aventure et s'inspirait notamment de la planète des vampires de Mario Bava. Alors, y aura-t-il une suite pour ce Aquaman 3 ? Il ne faut bien évidemment jamais dire jamais, surtout dans le milieu du cinéma, car on aurait par exemple pensé que le premier Aquaman devrait, à sa sortie, le plus gros succès de DC dans le monde, mais à l'heure actuelle, il ne devrait pas dépasser le 3e. Ce n'est donc pas un si gros succès que ça. Le Royaume perdu sera en effet le dernier opus du DC Universe initié en 2013 avec le film Man of Steel. L'univers partagé à plusieurs était repris en main par James Gunn et Peter Safran qui devraient remettre plusieurs compteurs à zéro avec de nouveaux Spider-Man et notamment un Batman. C'est là que ça se complique. Jason Momoa pourrait être de cette nouvelle mouture. En Aquaman ou dans la peau d'un autre personnage d'ici, on n'est pas vraiment sûr. Des bruits de couloir parlent de Lobo, qui est un mercenaire extraterrestre, mais sûrement pas dans la peau d'un nouvel Aquaman, vu les complications avec donc le procès Johnny Depp Amber Heard, qui a aussi mis une mauvaise image sur le film. En effet, Amber Heard dans le premier Aquaman était donc le personnage féminin, la copine d'Aquaman, si vous avez vu le film. Et donc, suite aux troubles avec donc cette enquête et ce procès, eh bien, le film Aquaman 2 n'était même pas sûr de sortir. En s'appuyant sur les événements spatio-temporels de The Flash, James Gunn et Peter Safran peuvent donc choisir la carte du reboot total ou de garder quelques éléments. Et l'avenir du roi d'Atlantide dépend peut-être de son succès en salle. Il faudra donc être sûr que ce deuxième film fonctionne bien, et pourtant les attentes ne sont pas si hautes pour ce film, et donc peut-être qu'un troisième film pourra être donc réalisé à la suite du succès de ce deuxième film, mais malheureusement ce n'est pas encore sûr. Je vous propose de découvrir la bande-annonce qui sort, donc le film sort aujourd'hui, et on découvre une partie du film tout de suite. J'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 1 demi-milliard de créatures de toutes les espèces marines connues sont ici chez elle. Et je ne fais pas l'unanimité pour autant. Je vais tuer Aquaman et détruire tout ce qu'il aime. Je vais décimer sa famille et réduire son royaume en cendres.
Il faut arrêter Manta. L'effondrement total est proche. Je crois savoir qui pourrait nous aider. Oh, t'as une sale mine. Allez, pas de spoil, Aquaman 2 est déjà disponible au cinéma, donc sur plusieurs cinémas de l'agglomération havraise. Vous pouvez le voir dès aujourd'hui et surtout participer, on l'espère, à son succès pour que les fans puissent avoir donc un troisième film. On va retrouver une autre sortie très attendue. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. C'est Dune 2 qui s'apprête donc à débarquer au cinéma. Alors il y a encore un peu de temps, ça sort le 28 février prochain, mais en attendant, le réalisateur Denis Villeneuve parle déjà d'un éventuel troisième volet et Timothée Chalamet a aussi teasé le retour d'un personnage important. Dune, c'est donc une histoire tirée d'un livre qui se passe sur une autre planète. Timothée Chalamet incarne le personnage principal et Dune 2 n'est même pas encore sorti, qu'il y a déjà une possibilité d'un troisième volet. Mieux que ça, il y aurait même déjà une écriture en cours pour ce troisième volet si il parvient à réaliser une trilogie. Cependant, Denis Villeneuve précise qu'il ne reviendra pas sur Arrakis, la planète dont est donc tirée l'histoire de Dune 1 et Dune 2. Le héros de la saga, Timothée Chalamet, a aussi joué avec les nerfs des femmes plutôt, en annonçant déjà le retour de Jason Momoa, dont on parlait tout à l'heure pour Aquaman 2, dans le troisième épisode. Il a été interrogé par MTV et l'acteur a révélé que le comédien serait de retour dans le rôle de Duncan Idaho. Ceci est expliqué dans le livre de Frank Herbert, Le Messie de Dune, qui est donc le livre qui a inspiré cette histoire. Denis Villeneuve souhaite adapter ce livre. Idaho réapparaît sous la forme d'un Ghola, c'est-à-dire un clone, qui répond au nom de Yatt. Nous n'en dirons pas plus, évidemment, pour ne pas gâcher la surprise, surtout pour les fans qui n'ont pas lu l'ouvrage. À noter que Jason Momoa a annoncé dans le rôle de DC Lobo et a démenti l'information comme quoi il serait présent dans ce film Dune 3 qui est en cours d'écriture. En attendant, Dune 2 débarquera en salle le 28 février 2024 et quant à Jason Momoa, on peut donc le retrouver directement dans le film Aquaman 2 comme vous le savez. Allez, on passe du côté des plateformes de streaming avant de parler de films de Noël. En attendant la dernière saison de Stranger Things sur Netflix qui est aussi très attendue, les fans élaborent des hypothèses sur le dénouement final puisque cette dernière saison marquera la fin de l'épopée Stranger Things. Les créateurs de la série ont torpillé une théorie qui pourtant était tenace sur le dernier épisode. Très attendue donc la production de cette 5e et dernière saison de Stranger Things qui va bientôt démarrer après avoir longtemps été repoussée en raison de la grève des scénaristes aux États-Unis. Netflix vise une sortie de cette ultime salve d'épisodes donc pour 2025, réalisée à nouveau par les frères Matt et Ross Duffer, ce qui laisse le temps donc aux fans d'élaborer de nombreuses théories sur le dénouement et parmi elles, une hypothèse persiste fortement dans la communauté donc des fans de Stranger Things. Cette série consiste donc à imaginer le fait que ce serait issu de l'imagination de groupes d'amis en train de jouer à une longue et folle partie de Donjons et Dragons. Toutes ces aventures n'existeraient pas. Je vous explique si vous ne connaissez pas donc la série Stranger Things. Stranger Things raconte l'histoire de plusieurs jeunes dans les années 80, des enfants qui sont amis et qui adorent se retrouver dans le sous-sol de l'un de leurs amis qui s'appelle Mike et de jouer au jeu de rôle Donjons et Dragons avec des personnages. Étrangement, dans chaque saison, on retrouve un méchant, un monstre, et qui porte le nom que les jeunes ont donné aux personnages dans leur jeu. Ils jouent d'abord sur le jeu de plateau et étrangement cette personne ou ce monstre apparaît aussi dans leur monde dans les années 80 donc dans leur ville et commence à attaquer des personnes. Ils lui donnent toujours le nom de leur personnage de leur jeu et c'est pour ça que les fans ont donc fait le lien en se demandant si en fait ce n'était pas tout simplement la bonne vieille théorie comme on y a souvent pensé pour par exemple Pokémon ou en fait ce n'était qu'un rêve ou alors qu'un jeu et que tout ça n'a pas existé. Les Duffer Brothers se sont rapidement exprimés et ont surtout démenti cette théorie, interrogés notamment sur ce sujet lors d'un tapis rouge de la présentation de la pièce de théâtre Stranger Things à Londres. Les Duffer Brothers ont tout simplement réfuter cette théorie. Donc, qu'est-ce que nous réserve ce final de Stranger Things ? Eh bien, le casting tease déjà l'ultime saison avec Joey Kerry qui évoque un sentiment de soulagement, de tristesse, ou David Harbour qui parle d'une dernière saison émouvante
et ambitieuse. On n'a donc pas plus d'informations. Ce qu'on sait, c'est que ce ne sera pas la théorie du finalement on avait imaginé tout ça ou alors on a fait un rêve. Il s'est vraiment passé toutes ces choses à Hawkins et les informations sur la 5e et dernière saison sont dévoilées au compte-gouttes. On a peu d'informations. Après la première scène révélée par les créateurs, on peut espérer d'autres révélations et des premières images l'année prochaine. Vous pouvez vous rendre directement sur internet pour chercher plus d'informations. Je vous mets tout ça directement sur la fiche podcast de cette émission. Vous pourrez retrouver les premières images et surtout la première scène déjà révélée par les créateurs pour attendre patiemment la suite et la fin donc de cette série. Si vous n'avez jamais regardé, je ne peux que vous conseiller cette série. Les 4 premières saisons de Stranger Things sont déjà disponibles sur la plateforme Netflix et je vous conseille fortement de découvrir tout ça puisque évidemment c'est une série culte, très aimée des fans et surtout avec une ambiance un peu mystérieuse horreur mais sans aller trop dans le gore non plus et surtout avec ce retour dans les années 80 qu'on ne peut que aimer. Et avec Noël qui arrive, on a juste envie de se mettre sous un plaid et plutôt de regarder des films de Noël. Donc voici 2 films à ne surtout pas rater sur les plateformes de streaming. Et surtout, si vous en avez marre de regarder des films de Noël clichés avec un couple hétéronormé plutôt, j'ai ce qu'il vous faut. C'est disponible depuis le 29 décembre sur Prime Video. C'est une comédie romantique qui s'appelle Ma belle famille, Noël et moi. Ça respecte tous les stéréotypes du genre, c'est-à-dire les décorations de Noël, l'amour évidemment, le happy ending, la famille, la bûche et autres. Mais cette fois-ci, le couple principal, eh bien, ce sont 2 femmes. L'une d'elles est jouée par Kristen Stewart et c'est donc une première comédie romantique de Noël LGBT avec un casting de stars et qui marche énormément. L'histoire raconte celle d'une jeune femme qui souhaite demander sa petite amie en mariage lors du repas de Noël, mais ses plans sont chamboulés lorsqu'elle découvre que sa partenaire n'a pas fait son coming out auprès de ses parents conservateurs. La belle et rebelle Kristen Stewart tient donc le rôle d'Abby qui veut demander en mariage sa petite amie Harper à l'ancienne. Mais encore, elle s'est mise en tête de demander la main d'Harper à son papa, joué par Victor Garber, de manière officielle et lors de leur première rencontre pendant les fêtes de Noël. Harper, quant à elle, est interprétée par Mackenzie Davis, connue pour ses rôles dans Halt, Catch Fire ou Terminator Dark Fate, et aussi pour le plus bel épisode de Black Mirror qui s'appelle San Junipero. Elle est issue d'une famille donc dans cette histoire de Noël conservatrice et n'assume toujours pas son homosexualité auprès de ses parents. Problème, elles se rendent toutes les deux donc à Noël et les parents ne sont pas au courant. S'attendait-on un jour à voir Kristen Stewart se prendre revers sur revers et jouer la petite amie parfaite dans une comédie romantique de Noël? Alors non, surtout pas après ses rôles chez Oliver Assayas et sa démarche jolie collection de films d'auteur ou ses rôles dans des grosses productions hollywoodiennes, mais c'est un plaisir de la retrouver dans ce rôle. C'est frais, c'est drôle, c'est simple et c'est vraiment un film qui fait chaud au cœur. C'est un film de Noël qui peut rentrer dans le top des films romantiques, mais cette fois-ci, on est sur un couple inclusif de femmes. L'histoire aussi est intéressante puisqu'on comprend la difficulté de Harper à révéler son homosexualité à ses parents et en même temps la douleur de sa petite amie, jouée par Kristen Stewart, de vouloir la demander en mariage, mais de devoir se faire passer seulement pour son ami colocataire et hétéro. Je vous conseille fortement ce film et il est disponible directement sur Netflix. Ça s'appelle Ma belle famille, Noël et moi. Alors ça ne va pas révolutionner le genre de la comédie romantique, même si ça respecte d'ailleurs les codes à la lettre, mais je trouve que c'est vraiment un film qui est très frais et que je vous conseille fortement. Ça réchauffe le cœur et c'est une vraie jolie mignonnerie à ne pas rater et c'est disponible donc sur Prime Video si je ne me trompe pas. On va retrouver tout de suite donc la bande originale, enfin la bande d'annonce plutôt, je perds mes mots. Bande d'annonce Ma belle famille, Noël et moi. On découvre ça et puis bien sûr je vous laisse découvrir directement avec curiosité le film. Comment tu peux ne pas aimer les lumières et les décorations? C'est magnifique. Viens avec moi. Viens chez mes parents pour la fête de Noël. Abby, toi et Harper, vous avez la relation parfaite. Elle est ma personne et je veux vraiment que tout le monde le sache. Je veux marier avec elle. Je vais demander la permission à son père et faire ma demande le jour de Noël. Belle façon de combattre le patriarcat. Il y a un petit truc dont on devrait parler. Tu te rappelles quand j'ai dit à mes parents que j'étais gay? Eh bien, c'était pas tout à fait exact. Salut. Ses parents savent pas qu'on est ensemble ou même qu'elle est gay.
Alors quoi, ses parents pensent vraiment que leur fille hétéro a ramené à la maison son amie lesbienne? Ils pensent aussi que je suis pas gay. Est-ce qu'ils ont déjà rencontré une lesbienne? C'est le petit ami du secondaire de Harper. Est-ce que tu as un petit ami, Abby? En fait, je viens tout juste de rompre. Oh non! C'était un poseur, il posait des portes. Et voilà, Kristen Stewart dans ce rôle pour cette romance de Noël à retrouver directement dès aujourd'hui sur Prime Video. Et on passe cette fois-ci du côté de Netflix avec une autre romance de Noël qui risque aussi de faire chavirer votre cœur. Cette fois-ci, on est sur la traditionnelle histoire d'amour. Alors, le couple est déjà fait. Ce sont deux jeunes étudiants qui se préparent à se séparer pour passer Noël dans sa propre famille, mais sans le savoir et afin de se faire une surprise à l'autre, ils décident tous deux d'échanger leur train et de se rendre chez leurs beaux-parents en même temps. Le problème, c'est qu'ils ne se croisent pas pendant cette transition de train et partent donc l'un vers la famille de l'autre, ce qui va évidemment créer des petits problèmes. Le pays entier est recouvert par la plus grosse chute de neige jamais enregistrée et nos amoureux maudits sont donc pris au piège. James débarque dans la famille de Taylor, une famille haute en couleurs où Noël est le point culminant de l'année, tandis que Hayley, sa petite copine, entre dans l'immense et intimidante propriété des Hugues à Noël et surtout où Noël ne semble pas pointer le bout de son nez. Ce n'est pas un film qui va révolutionner le genre, mais il y a une certaine douceur dans l'histoire de ces deux familles. Et donc cette histoire va permettre aux deux personnages d'apprendre à se connaître, surtout les uns et les autres, et d'apprendre à connaître la famille de l'autre. Il y a quelques petits secrets qui vont être révélés, et évidemment c'est un film un peu feel good. Ça c'est pour le premier film, puisque Ton Noël ou le mien est disponible dès maintenant sur la plateforme Netflix. Et puis 1 an après, les aventures donc de James et Ellie vont être de retour pour un deuxième film. Alors cette fois-ci il n'y a pas d'échange de train, de je vais dans ta famille, tu vas dans la mienne. Non, cette fois-ci ils emmènent toute la famille au sport de neige, donc les deux familles, la famille excentrique et le père de James qui est clairement un lord, donc qui se comporte un petit peu de manière hautaine avec la famille de Hayley. Il va falloir faire de ces deux familles un beau mix et pouvoir passer un beau réveillon. Alors cette fois-ci donc il n'y a pas d'équivalent avec le mélange de familles, c'est différent. On est sur un autre point de vue et donc les personnages secondaires qui étaient présents dans le premier film ont une place plus importante puisque cette fois-ci on n'a pas un focus sur une maison puis l'autre mais sur tous les personnages en même temps. Certains avis sont assez négatifs sur cette suite. Moi j'avoue que je n'ai pas vu la suite, j'ai seulement vu le premier. Je vous conseille d'aller regarder le premier et puis de vous faire votre propre avis sur le deuxième. Vous pourrez me dire sur Westrack, on est présent sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, ce que vous en avez pensé de ce deuxième film. Ça s'appelle Ton Noël ou le mien. Le premier et le deuxième film sont déjà disponibles sur les plateformes donc de streaming et là, cette fois-ci c'est sur Netflix. Voilà pour notre dernier mercredi Magal West de cette année 2023. On retrouvera en janvier nos sorties ciné, nos sorties sur grand écran et puis nos actus évidemment sur les plateformes de streaming. Il va y avoir, je pense, en 2024, beaucoup de nouveautés sur les plateformes de streaming. On pourra donc suivre tout ça ensemble. Et on se quitte en musique pour cette soirée. Votre soirée continue d'ailleurs sur Westrack Radio à partir de 22h avec l'émission The Ghost in the Machine Music Hour. Si vous n'avez pas l'occasion de l'écouter en direct, vous pouvez le retrouver en podcast directement sur le site de Westrack. On se quitte et je vous rappelle que au Tetris se prépare à partir de 18h30 une soirée de Noël qui s'appelle Petit Papa Noël. C'est la deuxième édition de cette fête. Vous pourrez découvrir 20 shows karaoké de Noël ainsi qu'un concert avec le groupe Turfu et puis participer donc à des petites activités de Noël avec un photobooth, karaoké de Noël, 20 shows, gourmandise et mais aussi un concours de pulls de Noël moche. N'hésitez pas donc à venir directement au Tetris qui se trouve au fort de Tourneville au Havre. On se quitte donc avec Disquette de Jean. On se retrouve demain pour un autre Magal West en compagnie du Hangar Zéro. Très belle soirée sur Westrack et à demain. Non, je vais pas m'y risquer, c'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marges. Je lui sortirai jamais mes disquettes, c'est moche, en plus j'ai pas besoin de ça. Oh non, je vais sûrement pas m'y risquer, c'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marges. J'arrêterai sûrement jamais le whisky, c'est pas comme si c'était grave ma chérie, je préfère qu'on en discute.
T'as mal à la tête, moi aussi, ce sera jamais une raison valable. C'est pas le bon timing, ça le sera jamais, ça y est, c'est bon, voilà. On partira pas en voyage, on a même pas besoin d'être sûr. Je regarderai jamais profond dans tes yeux avec les miens plein d'excuses. Tu me diras jamais que tu m'aimes plus, que je te fais du mal, que t'es peut-être mieux sans moi. Tu me diras jamais de choisir entre nos deux versions. Ce sera jamais le meilleur moment pour le faire, et y aura jamais de pire. Oh non, je vais sûrement pas m'y risquer. C'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marches. Je pourrais jamais lui dire mes disquettes. C'est moche, en plus j'ai pas besoin de ça. Oh non, je vais sûrement pas m'y risquer. C'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marches. J'arrêterai sûrement jamais le whisky. C'est pas comme si c'était grave, ma chérie, je préférais qu'on discute. Et toi, je sais que tu te sens mal quand tu regardes les étoiles. Arrête-toi clairement, y a pas que ton appart qu'il faut que tu nettoies. Il est tard, arrête de chercher de quoi changer ton état. T'étais déjà bourré mais t'es quand même parti chercher des tasses. Le réveil sonne, c'est l'heure de se lever pour aller fumer des joints. J'ai jamais signé de papier où je disais que j'assumais mes choix. Demain c'est pareil, je suis préparé si je dois faire le méchant. Je changerai pas ta vie, je suis désolé. Tu peux fermer les jambes. Oh non, je vais sûrement pas m'y risquer.